Au module A, on parle de la biodiversité. En premier lieu, nous allons voir ce qu'est la biodiversité, puis nous allons parler de l'habitat et du mode de vie. Ensuite, on verra ce qu'est la transmission des gènes, puis le porteur génétique. Ceci nous amènera ensuite à parler de l'ADN. Ensuite, nous parlerons de sélection artificielle, puis des problèmes et des solutions de la biodiversité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord comprendre ce qu'est la biodiversité. Bio veut dire vivant et diversité veut dire plusieurs ou variété. La biodiversité, c'est donc l'étude de cette diversité. C'est le nombre et la variété d'organismes, c'est-à-dire d'êtres vivants, que l'on trouve dans une région donnée. La biodiversité est une véritable richesse pour l'être humain. Effectivement, c'est avec cette biodiversité qu'on peut se procurer des matériaux pour construire notre maison, ou des plantes, des fruits et des légumes pour se nourrir. Nous utilisons aussi la diversité des plantes comme médicaments pour se guérir de maladies, et aussi pour se vêtir, comme le coton par exemple. La biodiversité, c'est-à-dire donc tous les êtres vivants qui vivent dans une région donnée, est cependant très fragile. Dès qu'il y a de la pollution, ou une nouvelle espèce qui rentre, ou un changement dans le climat par exemple, on peut détruire cet écosystème ou le déséquilibrer. Les écosystèmes sont diversifiés grâce aux variations, c'est-à-dire aux différences entre les organismes. Les variations peuvent être intraspécifiques, c'est-à-dire à l'intérieur de la même espèce. Prenons comme exemple d'être vivant le chat. Le chat ou les chats ont des différences entre eux, ils ne sont pas tous exactement pareils. Mais les variations peuvent aussi être interspécifiques, c'est-à-dire entre deux espèces qui ont un ancêtre commun, mais qui aujourd'hui forment deux espèces différentes. Par exemple, les félins. Il existe des chats, mais aussi des lions et des tigres. Comme nous venons de parler des espèces, il est important de définir le terme. Une espèce, c'est en fait plusieurs organismes vivants qui se ressemblent énormément dans leurs traits et qui se reproduisent entre eux pour former une lignée, une descendance. Il est intéressant de se demander pourquoi les organismes développent des différences et forment des espèces différentes. Tout d'abord, les organismes développent ces différences afin de s'adapter à leur environnement. Les adaptations peuvent être physiques, c'est-à-dire morphologiques, ou comportementales. Clarifions ces deux types d'adaptation avec des exemples. Tout d'abord, les oiseaux. Les oiseaux ont un bec différent dépendant de ce qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'ils changent leur physique pour s'adapter à leur nourriture. Les comportements de migration des oiseaux sont une adaptation comportementale quand l'hiver arrive. La deuxième raison qui explique que les organismes développent des différences, c'est pour s'embellir. C'est-à-dire que les organismes les plus attirants se reproduisent plus. Donc, leur lignée, leur espèce survit et se développe beaucoup plus que les autres. Finalement,
La troisième raison, c'est pour mieux résister aux maladies. Effectivement, les organismes qui survivent aux maladies se développent et se reproduisent, tandis que les autres meurent. Toutes ces variations sont à la base de la diversité des êtres vivants, donc de la biodiversité. Les scientifiques aiment bien mettre des nombres, calculer ce qu'ils découvrent. Ils ont donc créé une façon de calculer la biodiversité. C'est à l'aide de l'indice de la diversité. En voici la formule. L'indice de diversité, c'est en fait le nombre de séries, le nombre d'espèces différentes sur un territoire, divisé par le nombre d'organismes total dans le territoire, aussi appelé le nombre de spécimens. Mais la diversité est-elle seulement physique et comportementale? Elle est effectivement physique et comportementale, mais dans le comportement, il y a aussi ce que les animaux, les organismes sont capables de faire et de construire. Cela s'appelle spécifiquement la niche. La niche, c'est non seulement l'endroit où l'organisme vit, mais aussi sa fonction, son travail que l'organisme occupe dans son environnement. Dans votre module, on vous présente deux types de niches. Tout d'abord, la niche étendue et la niche restreinte. Voyons les différences entre les deux. Dans la niche étendue, le territoire est vaste, il est très grand, tandis que dans la niche restreinte, le territoire est petit. Les conditions de vie dans la niche étendue sont extrêmes, par exemple le froid, tandis que dans la niche restreinte, les conditions sont parfaites pour le développement des espèces. Donc la niche étendue a peu d'espèces, tandis que la restreinte en a beaucoup. Dans la niche étendue, l'organisme doit accomplir beaucoup de tâches, tandis que dans la niche restreinte, l'organisme a une tâche très spécifique. Dans la niche étendue, l'organisme est appelé un organisme Généraliste. alors que dans la niche restreinte, il est appelé spécifique. Tout cela signifie qu'un organisme qui vit dans une niche étendue a plus de chances de survivre si quelque chose vient déranger son environnement. Effectivement, dans une niche étendue, l'organisme est généraliste. Ça veut dire qu'il accomplit plusieurs fonctions, plusieurs tâches. Cela lui permet de survivre. Cependant, dans une niche restreinte, une espèce peut disparaître si son environnement est dérangé. Ce risque est dû au fait que les organismes spécifiques ont du mal à s'adapter puisqu'ils n'ont appris qu'à faire une seule fonction. À ce moment, on peut se demander si, quand les organismes ont une niche et qu'ils savent où habiter et quelles fonctions occuper, alors est-ce que les écosystèmes vivent en harmonie? Ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, il y a des perturbations, des problèmes, et cela entraîne des manques, par exemple des manques de place ou de nourriture, et les organismes doivent se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. Quand il y a une compétition entre les organismes, il peut y avoir une lutte. Durant ces luttes, les variations, donc les différences entre les organismes, peuvent être un avantage. Effectivement, certaines variations permettent à l'organisme de crier victoire. Cependant, quand il y a une lutte, il y a aussi un perdant. Les organismes qui perdent la lutte sont souvent voués à mourir. Certains organismes, pour assurer leur survie, préfèrent ne pas faire de compétition. Ils préfèrent fuir pour changer de vie et s'adapter à une autre vie. Cela leur permet de survivre tout en ayant de nouvelles variations.
La compétition, la lutte, n'est pas le seul moment où les organismes entrent en relation. Dans un écosystème, les organismes entrent en relation sous d'autres formes. Ces relations s'appellent des relations symbiotiques. Il en existe 3 types. Tout d'abord, le mutualisme, dans lequel les 2 organismes bénéficient de la relation. La deuxième relation observée est le commensalisme, c'est-à-dire une relation dans laquelle un organisme bénéficie de la relation alors que l'autre n'est pas dérangé, n'est pas affecté par cette relation. Finalement, le parasitisme est une relation dans laquelle un organisme profite de l'autre alors que l'autre en est dérangé. Nous avons vu jusqu'à maintenant qu'une espèce, c'est quand les organismes semblables se reproduisent et ont une lignée, c'est-à-dire que leurs bébés font aussi des bébés. Quand il y a une reproduction, le bébé ressemble à son ou à ses parents. C'est parce que les parents ont transmis leurs gènes lors de la reproduction. Mais ils développent aussi des variations, des changements, ce qui les rend un peu différents de leurs parents. Voyons donc plus en détail comment se passe cette transmission de gènes. Tout d'abord, le verbe « transmettre » veut dire « donner ». Puis, les gènes sont des informations qui donnent les traits, les caractéristiques physiques et comportementales à l'organisme. La transmission de gènes donne donc des traits hérités, ou alors on peut dire aussi ataviques. Il existe 2 façons de transmettre les gènes. Tout d'abord, les organismes peuvent se reproduire de façon asexuée ou ils peuvent se reproduire de façon sexuée. Voyons les différents types de reproduction asexuée. Tout d'abord, nous trouvons la fission binaire. L'organisme fait un exemplaire exact de son contenu et se sépare ensuite. Puis, il y a les spores. Les spores sont des structures reproductrices qui forment des bébés. Les spores sont dans les plantes, les algues et les champignons. Ensuite, il y a la croissance végétative, la reproduction asexuée des plantes. Au bout des racines et des tiges, la plante a une zone de reproduction. De là, elle peut faire pousser une nouvelle plante. Finalement, il y a le bourgeonnement. Certains animaux dans la mer forment un nouveau groupe de cellules qu'on appelle un bourgeon qui se détache pour former un nouvel organisme. Du côté de la reproduction sexuée maintenant, il existe des zygospores, c'est-à-dire que certains spores peuvent aussi se reproduire sexuellement. 2 cellules entrent en contact et forment un tube pour que les 2 cellules donnent leur information génétique. Une zygospore est alors formée. La conjugaison bactérienne fait aussi partie de la reproduction sexuée. Une cellule transmet directement son information génétique à une autre cellule bactérienne. Puis, il y a la reproduction sexuée des plantes. La fleur est formée, puis il y a la formation du tube pollinique, le développement de l'embryon et enfin la croissance du fruit. Ces étapes vous sont toutes expliquées en détail dans votre livre et dans vos notes. Finalement, il y a la reproduction animale. Elle comprend 2 types. La première, extérieure, concerne certains animaux marins qui, grâce au courant, peuvent se reproduire. La deuxième concerne les êtres humains. Il s'agit de la reproduction in corpo, c'est-à-dire à l'intérieur du corps humain, comme tous les mammifères.
Nous avons vu que quand un parent transmet ses gènes, cela s'appelle des gènes hérités. Ce processus est donc appelé l'hérédité. Les traits d'une personne, c'est-à-dire à quoi elle ressemble, peuvent être innés, donc des traits hérités des parents, ou ils peuvent être acquis, c'est-à-dire être appris, développés grâce à l'environnement de la personne. Les traits innés, hérités des parents, peuvent être des variations continues, c'est-à-dire qu'il y a un nombre infini de possibilités, telles que la couleur de la peau ou la taille de la personne, ou des variations discrètes, c'est-à-dire qu'il y a un nombre restreint de possibilités, telles que le sexe, qui peut être que masculin ou féminin. Que les traits de la personne soient des variations discrètes ou continues, ils peuvent être dominants, c'est-à-dire visibles, ou récessifs, c'est-à-dire cachés. En génétique, la transmission des gènes suit le schéma suivant. Quand nous avons hérité des traits de nos parents, cela veut-il dire que nous ne pouvons pas changer notre information génétique? Il faut comprendre que notre information génétique est située dans notre ADN. Elle peut être modifiée à l'aide d'un agent mutagène qui fait des mutations, c'est-à-dire des changements. Ces techniques sont utilisées chez l'humain surtout pour le traitement des maladies comme le cancer. Voyons plus en détail ce que signifie ADN. Tout d'abord, les initiales ADN veulent dire acide désoxyribonucléique. Nous rappelle que c'est une molécule qui est dans le noyau de la cellule. L'ADN contient toutes les informations sur l'individu. Pour bien comprendre où est situé l'ADN, il faut se rappeler de son cours de 8e année en sciences. Quand vous avez étudié la cellule, vous avez appris que toutes les cellules ont, au centre, un noyau. Ce noyau dit à la cellule comment agir. À l'intérieur de ce noyau, il y a ce qu'on appelle des chromosomes. Et chaque chromosome contient l'ADN de la personne. L'ADN, c'est en fait une sorte d'échelle en spirale. Elle contient aussi des lettres qui représentent les différentes composantes de l'ADN. Ces lettres forment un code qui dit aux cellules comment elles doivent être. Autour de l'ADN, il y a du sucre et du phosphate. Souviens-toi que nous avons dit que l'humain peut changer les gènes, c'est-à-dire les modifier. Cela veut dire que nous savons modifier l'ADN. Ça s'appelle la biotechnologie. En génétique, nous avons appris à déplacer les brins d'ADN pour changer le code génétique. En agriculture, cela permet d'ajouter de la saveur, de la couleur et de la nutrition aux aliments cultivés. Pour l'élevage d'animaux, les modifications génétiques, OGM, sont là pour ajouter des gènes humains aux œufs d'animaux, pour les rendre plus résistants et plus adaptés aux humains. Nous utilisons aussi les biotechnologies afin de faire de l'aquaculture, c'est-à-dire d'ajouter des gènes aux poissons pour qu'ils résistent mieux aux maladies. Précisons que les humains ne font pas seulement des modifications génétiques en laboratoire, car cela est assez récent. Depuis longtemps, pourtant, nous avons compris le processus de sélection naturelle. L'humain fait donc une sélection artificielle afin de combler ses besoins. Rappelons que la sélection naturelle, c'est la nature qui décide ceux qui restent et donc transmettent leurs gènes ou ceux qui meurent. Nous avons vu des exemples en étudiant la compétition. La sélection artificielle, c'est l'humain qui sélectionne les animaux et les plantes qui ont les meilleures caractéristiques et il les fait se reproduire pour créer des espèces adaptées au mode de vie des humains.
Même si ces techniques semblent avoir beaucoup d'avantages, le génie génétique et la sélection artificielle fait en sorte que l'humain change la nature. Il la transforme, même s'il y a des avantages. C'est un peu dangereux pour la biodiversité de déséquilibrer les écosystèmes. En effet, certains scientifiques disent aujourd'hui que nous assistons à une période d'extinction massive. Leur déclaration est basée sur le fait que beaucoup d'espèces disparaissent. Cette extinction massive est due aux activités humaines telles que la consommation excessive, l'explosion démographique, c'est-à-dire trop de monde, la pollution, l'agriculture partout, les constructions, la chasse et la pêche excessive. Tous ces facteurs ont fait disparaître beaucoup d'espèces telles que le dodo ou le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest. Cela dit, en tant qu'individu et que communauté, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons, par exemple, réduire notre consommation. Moins de gaspillage, moins de déchets veut dire moins de pollution. Nous pouvons aussi prendre des décisions éclairées sur ce que nous achetons. Attention aux espèces menacées et en faisant moins de choses qui créent de la pollution. Nous pouvons aussi soutenir les politiques qui aident l'environnement en votant. En tant que communauté, nous pouvons soutenir les zoos car ils protègent les animaux avec un environnement sécuritaire et favorisent la reproduction. Nous pouvons soutenir les banques de graines végétales qui permettent de conserver beaucoup de variétés de graines. Puis, en politique, nous pouvons soutenir les traités internationaux pour l'environnement, tels que CITES.